Bonjour, Jean de la TCBH, ici Wilson pour votre téléjournal local. Ma mère a écouté un téléjournal. Elle avait de beaux commentaires, mais aussi des conseils constructifs pour améliorer le téléjournal. Première chose, je me prends trop au sérieux, ça a l'air. Je devrais me détendre et ajouter davantage de ma couleur personnelle. Elle me trouve charmant en entrevue, mais trop barré durant la lecture des nouvelles. Donc, on va améliorer ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'air pas mal plus relax déjà. Deuxième chose, et la plus importante, je parle beaucoup trop vite, selon elle. Elle me trouve étourdissant et impossible à comprendre. Ma mère a 66 ans et comme notre audience est composée à 65% de 65 ans et plus, ça veut dire que pour 65% d'entre vous, je parle trop vite. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à prendre mon temps. On se dépose, on respire et on profite du moment présent. All right. À Trois-Pistoles, on a une super boucherie. C'est un peu cher, mais on paye pour la qualité. Première fois que j'ai acheté des brochettes, j'ai fait le saut rendu à la caisse, mais oh God, c'était délicieux sur le barbecue. J'ai pas regretté. Ça vaut la peine. La boucherie est roulée par René Leblanc-Paulin. Saviez-vous qu'elle ne travaille qu'avec de la viande locale découpée à partir de carcasses entières de la région, contrairement à la majorité des boucheries qui utilisent de la viande industrielle? Le 21 mars prochain, à 22h30, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv, sera présenté le film La bouchère de Trois-Pistoles. Le film, réalisé par Karine Lamontagne et produit par Tapis Rouge Film, montre les efforts d'un groupe de femmes, bouchères, éleveuses, gestionnaires d'abattoirs, chefs, etc., qui essaient de créer un modèle durable pour la production et la distribution de viande locale malgré les difficultés liées à l'élevage, l'abattage et la transformation. J'ai bien hâte de voir ça. Tout le monde, soyons au rendez-vous. La traverse entre Trois-Pistoles et les Escoumins pourrait faire face à un sérieux problème financier d'ici 2030. Selon Jean-Philippe Rioux, le traversier L'Héritage Unos, âgé de plus de 50 ans, devra subir une importante mise en cale sèche, mais les fonds nécessaires ne sont pas assurés. Malgré des revenus annuels dépassant 2 millions de dollars, c'est pas petit, 2 millions de dollars, l'absence d'un programme d'aide gouvernementale adapté met en péril l'avenir du service passé 2030. Donc, jusqu'en 2030, ça va rouler, ou pas plutôt ça va rouler, mais ça va flotter. Passé 2030, il va falloir trouver de l'argent. L'hôpital régional de Rimouski, comme plusieurs établissements au Québec, fait face à une infrastructure vieillissante et en mauvais état. Le nombre d'hôpitaux jugés en mauvaises conditions ou très mauvaises conditions a doublé récemment, soulignant une dégradation généralisée dans le réseau de santé qui exige des investissements urgents pour maintenir la sécurité et la qualité des soins. J'ai eu la chance d'avoir en entrevue la psychologue, autrice et conférencière Sylvie Rousseau. Nous avons discuté de son dernier ouvrage « Comment apprivoiser sa colère ». Une entrevue pleine de conscience et de bienveillance. L'entrevue complète est disponible sur notre chaîne YouTube. Elle dure quand même 1 heure. On a été au fond des choses. Pour l'instant, voici la première partie. Bonjour tout le monde de la TCBH. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est Wilson. Alors, j'ai avec moi en studio Sylvie Rousseau, psychologue, autrice et conférencière. 2 de ses grandes passions sont la psychologie et la communication. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages comme Cessez de nourrir votre tigre, Se libérer de la charge mentale, psycho et sexo. Mais c'est l'ouvrage Apprivoiser sa colère, publié en 2025 chez Édito, qui nous concerne aujourd'hui. Comment allez-vous, Madame Rousseau? Hey, je vais très bien. Je suis très contente d'être ici, Wilson. Merci de l'invitation. Merci à vous. Vraiment apprécié. Alors, voici le livre en question, Apprivoiser sa colère. On voit ici le petit symbole, on pourra en parler tantôt, mais le titre, je suis un adepte du mot juste. Le mot juste peut communiquer 128 millions de pages en un seul mot. Alors, apprivoiser sa colère, apprivoiser, pourquoi pas maîtriser sa colère, pourquoi pas dominer sa colère, bon, effacer sa colère, enfermer sa colère, peut-être comprendre sa colère. Le mot apprivoiser, et avant, moi, ce que j'entends apprivoiser, c'est comme une bête sauvage, hein? Un loup furieux, un cheval furieux, sauvage dans la forêt, là, on l'apprivoise avec des petites miettes de pain? Oui, miettes de pain, quelque chose, elle vient ici. Et aussi, apprivoiser, c'est devenir familier, donc apprivoiser quelqu'un, apprivoiser son voisin, apprivoiser des nouvelles saveurs, une nouvelle musique, se familiariser avec.
Pourquoi le mot apprivoiser sa colère? Oh, j'aime mieux le deuxième versant de ton explication. OK. D'apprivoiser, c'est vraiment d'aller à la rencontre d'eux. Parce que la colère, c'est une émotion qui n'est pas très populaire, c'est pas aimé, c'est pas une belle émotion. Souvent, Wilson, je ne sais pas si tu entends ça, mais moi, souvent, les gens me disent « Ah, il y a des bonnes émotions, des moins bonnes, des émotions positives, des émotions négatives. » On les hiérarchise absolument. Oui, Ouais. hein, on les met comme s'il y en a des belles puis des pas belles. Puis dans les pas belles, ben il y a la colère. Et dans ma façon de voir ça, c'est pas qu'il y a des bonnes ou des pas bonnes émotions, des négatives ou des positives. C'est qu'il y a des émotions qui nous informent de quelque chose. Il y en a qui sont agréables, il y en a qui sont désagréables, il y en a qui sont douloureuses, faut pas se le cacher. Il y en a qui sont plus douces. Mais chaque émotion a quelque chose à nous dire. Fait que si j'apprivoise la colère, je vais aller à sa rencontre pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle cherche à me dire. Tout à fait, tout à fait. Ça me fait penser à le mystique indien Osho qui disait votre amour, vous avez appris à aimer. Vous avez vu des films, vous avez lu des romans, vous avez un guide pour aimer, mais la colère, votre colère, elle est pure. Vous la fuyez, vous la cachez, on vous a pas enseigné à apprivoiser sa colère. Et donc là, vous avez dit, elle cherche à nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle cherche à me dire, ma colère? Souvent, elle cherche à nous dire que nos besoins, nos valeurs, nos limites, notre intégrité n'ont pas été respectés. Elle nous renseigne vraiment sur quelque chose qui vient nous heurter, nous déranger, nous déplaire. Alors, c'est important de tendre l'oreille parce que si on trouve qu'elle est pas belle, la colère, je vais juste vouloir l'éloigner. Je vais pas vouloir écouter son message. Alors que moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de dire, OK, c'est vrai que c'est pas agréable comme sensation parce que, il y a de la sensation physique avec la colère. Mais si je la ravale parce que je veux pas faire de vagues, parce que je veux pas déplaire, parce que je veux pas déranger, bien, elle finit par prendre beaucoup de place à l'intérieur de soi. Et elle nous prive vraiment du message. Donc, si le message, c'est « Wilson, t'as pas été suffisamment à l'écoute de tes besoins, puis c'est pour ça qu'en dedans de toi, ça bouillonne, puis que toi, tu veux pas l'entendre », bien, tu vas te priver de ce message-là pour aller à la rencontre de ce qui est important pour toi. Tout à fait. Et j'avoue que pendant longtemps, j'avais tendance à peut-être pas ravaler ma colère, mais à la mettre ailleurs parce que pendant longtemps, j'ai été un adepte de acheter la paix, ne pas faire de vagues, vous l'avez dit. Et j'aime l'harmonie. Et alors, quand j'avais envie de dire oui, je disais non. Quand j'avais envie de dire non, je disais oui. Et donc là, beaucoup de colère. Et c'est ma blonde et en partenariat en même temps avec votre ouvrage qui... Wow, OK, je respecte pas mes limites, je respecte pas mes frontières, je me respecte pas moi-même. Et de là, la colère, c'est fascinant. Oui, et c'est de voir si on est capable d'entendre ce qu'elle cherche à nous dire. Mais ça, c'est dur parce que, comme vous l'avez, elle a tellement une couleur, elle a tellement une notion, on veut tellement pas la voir, la colère. Oui, tout à fait. Et je dirais, Wilson, que ce que je remarque dans ma pratique privée, c'est que souvent les femmes ont encore plus de difficultés que les hommes. Un homme qui est fâché en réunion, par exemple, puis fait « Hey, là, ça, moi, ça fait pas mon affaire. » OK? Puis qu'il le dit avec fermeté, parce qu'il est contrarié de quelque chose, on va dire quoi? On va dire qu'il a du caractère, qu'il s'affirme, qu'il prend sa place, puis c'est correct. La femme qui va faire la même affaire, encore de nos jours, ça va être, ben voyons donc. C'est vrai. Sa colère n'est pas prise au sérieux, ça doit être hormonal, c'est sa ménopause, c'est que, son syndrome prémenstruel. Alors, la colère des femmes a souvent été minimisée, ridiculisée même, mais ça tend à changer. Je vois des femmes et je vois aussi des hommes qui ont ce souci-là de reconnaître et aussi de l'exprimer correctement. Wow. Parce que c'est bien correct de voir « je suis fâchée », mais ça me donne pas le droit de lancer quelque chose à quelqu'un, de dire des injures, de blesser. Exact. OK? Et c'est souvent ça, moi, je trouve, qui est un problème avec la colère. C'est pas l'émotion qui est un problème, c'est quand je la lance au visage de quelqu'un sans égard pour l'autre. Bien, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui est dans le début de votre ouvrage. Il y a une différence entre colère et violence. Et ça, j'ai trouvé ça puissant. Je dis, wow, OK. Donc, ça, tout de suite,
tu as envie d'apprivoiser ta colère parce que ça veut pas dire que tu es violent, que tu sois en colère. T'sais. Tout à fait, parce que s'il y a de la violence, c'est que là, il va souvent y avoir du dénigrement, il va y avoir du contrôle, il va y avoir du mépris, alors que c'est pas ça. La colère, c'est juste d'être capable de faire comme ça fait pas mon affaire, puis j'aime mieux te le dire, OK, pour qu'on essaie de trouver quelque chose qui va peut-être faire partiellement l'affaire des deux. Moi, j'ai des besoins, tu as des besoins, puis ça se peut que ça griche entre les deux, là. Mais avec ouverture et avec respect, je vais essayer d'entendre ton point de vue, même si je suis pas d'accord avec toi, et je souhaite que tu entendes mon point de vue, même si ça fait peut-être pas ton affaire, pour qu'on trouve au moins partiellement, quelque chose qui va nous convenir à tous les deux. C'est particulier parce que c'est tu veux pas que ça aille riche avec la personne, t'as pas envie, donc tu retiens, et là, la colère se multiplie, ça augmente, et là, plus ça augmente, moins tu veux sortir ça pour pas que ça griche, donc c'est comme un feedback loop qui est très toxique. Pour revenir à homme-femme, je pensais à ça, là. C'est drôle parce que j'ai de la misère. J'ai l'impression que les femmes n'ont pas de colère. Mais est-ce que ça serait comme un préjugé? Pas qu'ils n'ont pas de colère, mais que... Je sais pas comment l'expliquer. Est-ce que vous pouvez expliquer? C'est que souvent, ce que je vois, c'est que les femmes, en raison de la socialisation, de la façon dont elles ont été éduquées, elles se sont fait dire que leur colère n'était pas belle, que c'était pas beau. Okay? Oui, tout à fait. On a beaucoup invalidé la colère des femmes. Ce qui fait que quand la petite fille était fâchée, puis qu'on disait, ben voyons, donc c'est pas beau ça, elle allait pleurer souvent dans sa chambre. Donc, on a, nous autres, les femmes, plus de facilité à aller sur le chemin de la tristesse, même quand on est fâché. Oui. Je me souviens plus où j'avais lu ça, mais c'était que la tristesse, c'est le versant, une colère transformée. La colère, c'est de l'impuissance, soit à cause de soi ou à cause de quelqu'un d'autre. Et la tristesse, c'est son opposé ou son penchant, c'est l'autre côté de la monnaie. C'est qu'avec la tristesse, elle peut se greffer à la colère. Tu sais, la colère, elle peut être pure, là, juste de la colère. Mais souvent, ce que je remarque, c'est qu'avec la colère, il peut y avoir aussi un peu de peine. Il peut y avoir de la déception. De la honte. De la culpabilité. Hein? Il peut y avoir d'autres émotions qui se greffent. Mais peu importe quelle est l'émotion, le message que j'aimerais transmettre aux gens, c'est vraiment de tendre l'oreille. Moi, j'appelle ça avec mes clients puis mes clientes, prendre le pouls en dedans de soi. D'aller voir qu'est-ce qui grouille en dedans, qu'est-ce qui bouillonne, qu'est-ce qui est retenu aussi. Parce que, tu disais, toi, pendant longtemps, tu n'as pas voulu faire de vagues, tu as ravalé ta colère. Bien, de ravaler sa colère sur le moment, on dirait que tout se passe bien. Entre toi puis moi, si je ravale ma colère, ça grichera pas. Mais à l'intérieur de moi, par exemple, ça risque de gricher. Et à un moment donné, à force de ravaler, ben là, le verre d'eau va se remplir. Et là, ça risque de sortir mal. Et là, c'est là que les gens disent « Ah, c'est pas beau la colère. » Tu vois, moi, quand je me fâche, là, c'est que ça fait peur, là. Ben, si ça fait peur, et d'un, c'est pas supposé d'être de la colère, c'est plus la violence qui fait peur. OK? Donc, alors que la colère peut comme être déstabilisante, bien sûr, parce que c'est pas dit nécessairement « Ah, je suis fâchée ». Si c'est dit avec l'intensité, ça va peut-être sortir « Je suis vraiment fâchée ». Et en disant ça, je suis pas en train de t'injurier, je suis pas en train de te menacer. Je suis juste en train de dire, ça fait vraiment pas mon affaire, qu'est-ce qui est en train de se passer là. Et s'il y a de l'ouverture de ta part, même si ça te dérange, bien là, on va pouvoir peut-être entamer un dialogue pour essayer de voir qu'est-ce qui me dérange tant que ça, puis ma colère, qu'est-ce que ça éveille à l'intérieur de toi. Et ça peut être super riche. Ça peut ouvrir une très belle conversation qui peut devenir très profonde et très honnête et très enrichissante et qui fait évoluer la relation, en fait. Vous avez dit prendre le pouls de la colère. Deux questions me viennent en tête. Comment l'écouter et comment m'autoriser à l'écouter? Alors, si on veut l'écouter, dans un premier temps, tantôt je parlais du corps, la colère ne va pas se manifester dans notre corps de la même façon que la tristesse, par exemple. Si je suis fâchée, habituellement, il va y avoir quelque chose dans ma mâchoire. 100%. Hein? Il va y avoir quelque chose qui va crisper dans ma mâchoire. Je vais être un petit peu plus tendue. Ma respiration va être un peu plus courte. Ça se peut que mon cœur débatte un peu plus. Fait que si les gens, ils sont pas trop familiers avec ça parce qu'ils l'ont repoussé, ils l'ont éloigné, ils l'ont ravalé, puis qu'ils veulent trouver le chemin qui mène à la colère pour l'apprivoiser,
ben moi, je leur dirais, soyez à l'écoute de votre corps dans un premier temps. Votre corps, il va vous donner des indices. Parce que si je suis plus dans la tristesse, elle a fait davantage comme ça. Tout à fait. Hein? Donc, on a tendance plus à se replier, à être comme ça, tandis que la colère, elle fait plus ça. Ouais. Alors, donc, soyons à l'écoute de notre corps pour nous donner des indices, pour justement écouter qu'est-ce que mon corps me dit, pour me mettre sur le chemin de l'une ou l'autre de mes émotions. Fait que ça peut être, je pense, un premier indice là, à écouter. Et une fois que je l'ai écouté, j'ai reconnu ça en moi, j'ai vu qu'il y avait l'émotion, elle est là, j'ai besoin d'agir, j'ai pas respecté mes limites ou j'ai quelque chose à dire ou il faut absolument que... C'est quoi la prochaine étape? Bien, ce que je pense qu'est-ce qui est important, c'est que oui, j'ai reconnu, par exemple, que mon besoin, que ma limite, que ma valeur, que mon intégrité n'ont pas été respectées, mais ça va m'amener à prendre des actions. Alors, c'est quoi? Si mon besoin n'a pas été respecté, c'est pas toujours l'autre qui respecte pas mon besoin. Des fois, je suis capable de faire ça toute seule, de ne pas respecter mon besoin. À 100%. Alors, donc, comment est-ce que moi, je pourrais en arriver petit à petit? Souvent, avec mes clients, Wilson, j'appelle ça les PPPP, les plus petits pas possibles. Les tout petits pas, mais réguliers, qui font en sorte que je m'observe puis que je vois comme « Ah, je suis pas bien à l'intérieur de moi. » Bien, ça se pourrait-tu? OK? Si le chemin est pas fait, ça veut pas dire que je vais tout de suite reconnaître quelque chose, mais de dire « Ah, je me sens crispée. Ça se pourrait-tu que je sois frustrée, que je sois fâchée? » OK? Donc, je vais essayer d'aller établir un contact avec ce qui se passe, bien sûr, à l'intérieur de moi. Mais, qu'est-ce qui est important aussi, c'est que si j'établis le contact, ce que je m'aperçois souvent, c'est que les gens, ils vont ressasser. Ah! OK, ils sont fâchés. Le ressassement, absolument, oui. Ils sont fâchés, puis là, ils vont dire « Ah, je l'ai rencontré, lui, cet après-midi. Puis il m'a parlé de cette façon-là. Puis je suis sûre que c'est parce qu'il m'aime pas la face. Puis là, je vais rencontrer une autre personne, puis je vais dire « Hey, je l'ai rencontré, lui, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait. » Puis donc, OK, j'ai pincé la sauce que je dis avec mes clients. Ouais. Toute seule, je suis capable de faire ça toute seule dans ma tête, mais je suis capable de faire ça aussi avec toutes sortes de personnes que je vais avoir rencontrées, plutôt que d'aller voir la personne elle-même puis de lui dire Hey, tu sais, quand tu m'as dit telle affaire-là, ça m'a vraiment blessé ou ça m'a vraiment contrarié. Plus ce ressassement-là, c'est plus de la colère, parce que si la colère est une brique, ça devient un mur qui devient du ressentiment, qui peut devenir de la haine, du mépris. Alors, la pierre, c'est le premier niveau, mais après ça, tu as d'autres niveaux qui s'ajoutent à ça. Moi, ma blonde, on a une communication incroyable. C'est fou. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est à l'opposé, mais la communication transparente, puis c'est pour ça qu'on y arrive super bien. Et j'ai appris avec elle à ma colère, comment ça se passe? Je ressens l'irritation, ma mâchoire se crispe, ça m'énerve là, ce qu'elle vient de me dire, là, genre je peux pas. Je respire un bon coup et là, tout à coup, je me rappelle, c'est pas intellectuel, mais l'empathie. Je viens balancer la colère avec l'empathie. Toujours traiter les autres comme on aimerait être traité. Ça, j'ai appris ça très jeune, ça a changé ma vie. Alors, Will, comment t'aimerais toi qu'on te le dise? Tu sais, j'ai mon amour, ça m'a fait de la peine ce que tu viens de dire. Nanana. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est de la belle maturité pour moi. D'être capable, effectivement, de faire comme, oui, il y a quelque chose qui m'a blessé, qui m'a fait de la peine, qui m'a fâché, peu importe c'est quoi l'émotion, et que je vais le dire à l'autre sans la tenir responsable de mon émotion. Hein? Je suis responsable de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis ça, je suis consciente, Wilson, que c'est pas toujours facile pour les gens d'entendre ça, parce que souvent, on a entendu « tu m'as fait de la peine, tu m'as fait fâcher. OK, c'est à cause de toi, finalement, si je file si mal que ça. » Alors que moi, la piste que je propose davantage, c'est de dire « oui, il y a quelque chose qui m'a dérangé, qui m'a déplu, qui m'a blessé, mais j'ai une histoire, hein, j'ai un bagage, parce qu'une autre personne aurait pu vivre sensiblement la même chose que moi et ne pas avoir la même émotion que moi. » Tout à fait, tout à fait. C'est une des premières choses qu'elle me disait au début de notre relation. Elle m'a dit ça plusieurs fois, je suis pas responsable de ton émotion, comment tu l'as pris. Puis la première fois qu'elle m'a dit ça, la colère, j'étais choqué, là. Oui, t'es responsable, c'est de ta faute si je suis en colère. Mais maintenant, je comprends plus, là, puis vous l'amenez d'une bonne manière. Fascinant. Oui. Et une fois qu'on comprend ça, comprends-tu qu'on est responsable de nos émotions, qu'on est responsable d'entendre ce que l'émotion nous dit, de faire quelque chose qui va dans le sens du meilleur de moi-même. OK? Moi, j'appelle ça la meilleure version de moi-même. Comment est-ce que je pourrais le dire finalement à l'autre sans lui lancer des injures?
C'est pas ça que je veux faire. Ma colère, c'est pas un passe-droit, ça, pour dire n'importe quoi de n'importe quelle façon. C'est sûr. Mais là, vous dites, je vais faire pas l'avocat du diable, mais essayer de trouver une faille. Vous dites, je suis responsable de mes émotions. Quelqu'un pourrait le prendre comme, j'ai pas le droit de me mettre en colère, je suis responsable, je vais m'auto-dominer puis mettre fin à ma colère. Je suis responsable, c'est fini la colère. Ouais. T'sais? Donc, je suis responsable de ma colère et je suis responsable de qu'est-ce que je vais faire de ma colère. Alors, une fois que j'ai compris que ma colère est en lien, par exemple, avec des besoins ou des limites non respectées, bien, je vais m'engager envers moi-même. La prochaine fois, faire un tout petit pas pour nommer ça plus rapidement. J'adore à la bonne personne. le PPPP, le plus petit pas possible, parce que souvent, la colère, c'est gros, ça nous intimide, ça peut faire des années qu'on la traîne. Et là, je vais faire le ménage de toute la maison. On fait juste sortir le balai puis faire le coin de ta chambre. Oui, j'aime ça. Essaye pas de tout nettoyer le garage, c'est pas le moment. Oui, tout à fait. Et si on fait ça, Wilson, hein, là, c'est là qu'on apprivoise, parce que je trouve que ta métaphore est très bonne. OK, on n'est pas en train de faire un virage à 180 degrés. On fait un tout petit bout, mais régulièrement. Et on écoute qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Parce que je disais que dans le corps, il se passe quelque chose. Mais si je dis, oh, ben lui ou elle, on sait bien, elle veut juste me nuire. Et ben là, si je rumine ça, je ressens ça, ma colère va grandir. On peut aussi voir comment est-ce qu'on se comporte en colère. Moi, ce que je remarque souvent, puis tu me diras si c'est comme ça dans ton expérience, mais c'est rare que quand je suis fâchée, je vais être juste assise avec toi, puis comme ça. Habituellement, quand je suis fâchée, je me promène de long en large. OK? Je gesticule. OK? Je soupire. Je vais rouler des yeux. 100%. OK? Donc, c'est souvent comme ça. Fait faire comme si on veut comme calmer ça, OK? Pour pas justement, parce que c'est correct la colère, mais on veut pas non plus qu'il y ait un débordement. Bien, j'invite les gens à s'asseoir. Puis ça, je donne ce truc-là aux gens et souvent, ils vont dire, mais franchement, là, essayez-le pour voir. Vous allez mettre vos mains comme ça sur vos cuisses. Ah, mais déjà, ça change la dynamique. Ça, c'est une position d'ouverture. Continue. Oui, tout à fait. Et ça joue un tour à la colère parce que la colère est habituée justement que je gesticule puis que je me promène. Ouais. Fait que si je m'assois et que je mets mes mains comme ça sur mes cuisses, je peux faire ça en réunion, je peux faire ça dans une soirée avec ma famille, avec mon amoureux, mon amoureuse. Je fais juste comme ça et voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc ça, c'en est une des premières choses qu'on peut faire pour essayer de se réguler. Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on s'absente un petit peu, on s'en va à la salle de bain et on se passe de l'eau froide dans le visage ou ici, sur les avant-bras. Wow, ça doit être... ça te ramène tout de suite Ça ramène. au moment présent. Puis, Tout à fait. Tu as tout à fait compris parce que quand je suis fâchée, on l'a dit, souvent dans notre tête, on fait « Ah non, ça, je le prends pas, puis si tu penses, puis tout ça. » Alors que si je fais ça, temporairement, ça va faire « OK, on se ressente, là. On revient à l'intérieur ici, notre respiration. » Et après ça, je retourne et je vais peut-être être dans des meilleures conditions pour poursuivre le dialogue et pour dire vraiment qu'est-ce qui a pu m'irriter, m'embarrasser, me déranger, me frustrer. C'est de prendre conscience de soi, de ses pensées, son corps, tout ça. Et c'est fou parce que la colère semble être peut-être l'émotion qui demande le plus de présence pour être transcendée. La tristesse, le deuil, prendre conscience de, bon, il faudrait que si tu penses toujours à la même, la personne morte, décédée 10 ans plus tard, bon, il faut que tu prennes conscience. Mais la colère, c'est tellement gros, ça prend tellement d'énergie que là, c'est un gros effort de présence. Là. Quand tu es dans le feu, là, le volcan, il est là, Oui. C'est là que ça prend le plus. Puis je rajouterais aussi, j'ai passé mon petit coup de balai, j'ai fait le plus petit pas possible. Et là, prendre conscience du bien-être que ça m'apporte. Ouais. Tu sais, j'imagine aussi que moi, la première fois que j'ai réussi à communiquer mes limites, mes frontières de façon mature, posée, calme, le bien après que ça m'a fait, wow, satisfaisant. Ouais. Une fois que tu as trouvé, tu as ouvert cette porte-là, là, puis tu ouvres le passage, puis tu fais tes, lorgnières, là, fantastique. Oui, c'est qu'il y a de la fierté de soi. Hein. Quand je te disais tantôt, la meilleure version de soi-même, c'est pas d'être parfait. Puis ça se peut qu'on fasse des faux pas. Je vais prendre ta feuille ici pour illustrer quelque chose. Si, par exemple, je suis fâchée, que je fais ça, OK, puis que là, je dis des choses vraiment blessantes pour toi, OK, puis que là, parce que je suis fâchée, je te rentre dedans d'aplomb, puis là, tu sais,
OK? Puis après ça, je dis, oh, excuse-moi, Wilson, excuse-moi, là. Tu sais, j'ai pas voulu, tu sais, te blesser comme ça. Ouais, OK, Gab. ma feuille est scrap. Ouais. Comprends-tu? Ouais. Donc, dire, Ouais. OK, donc j'ai la responsabilité. OK? Elle est correcte, ma colère. Elle est saine, ma colère. Elle me passe un message, ma colère, mais j'ai pas le droit, parce que je suis fâchée, de faire ça. OK? Parce que même si c'est pas de la violence, ça peut laisser des traces chez la personne qui reçoit ça. Tout à fait. Et des traces chez soi aussi. La somatisation de la colère, comment ça s'intègre dans le corps avec les années. Oh mon Dieu, des problèmes de santé, la personne peut dépasser des milliers en ostéopathie ou homéopathie, whatever. Alors que, ouais, mais ça fait 20 ans que ta colère, tu l'enfermes. Puis là, t'as les épaules ou t'as le bas du dos ou problème de digestion. C'est fou, là. On se rend pas compte des dommages. Là. Tout à fait. Puis c'est vraiment un des aspects que je traite dans le livre, c'est qu'il peut y avoir, hein, la colère va se loger à quelque part, et il peut y avoir des problèmes physiques mineurs, mais des problèmes physiques plus importants aussi. Du fait que si on la refoule, la ravale et qu'on la met dans un petit tiroir à côté parce qu'on la trouve pas belle, ou si on explose à tout bout de champ. Aussi. Donc, de dire, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et encore une fois, petit à petit, on va en arriver à l'apprivoiser. Déjà, si on est capable d'enlever cette étiquette-là dans notre tête, que la colère, c'est une émotion qui ne devrait pas être là, qui n'a pas sa place, mais de faire comme toutes les autres, elle a sa raison d'être. Déjà, ça, c'est une première étape, d'accepter, puis de la reconnaître, et après ça, de l'exprimer correctement. Vous dites dans le livre, on a de la misère à apporter un changement parce que la colère, selon la manière qu'elle s'exprime ou ne s'exprime pas, la manière qu'elle est dirigée, on en tire certains bénéfices. Est-ce qu'on est accro, addict à notre colère? C'est quoi le bénéfice? Pourquoi je ne veux pas changer ma colère? Pourquoi je suis bien d'exprimer comme ça? Bien, moi, je pense qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons à ça, dont j'ai peut-être pas appris à le faire. OK, donc, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, est-ce que j'ai vu des gens, des parents, des grands-parents, ne pas l'exprimer? OK? Puis, des fois, c'est pas dit tel quel, Wilson, hein? C'est pas dit, oh, c'est pas beau la colère. Mais tu vois jamais, OK, un haussement de ton, tu vois jamais qu'il y a des conflits. OK? C'est comme si ça n'existait pas. Fait que j'apprends pas de cette façon-là. Et dans d'autres familles, c'est comme, oups, il y a des petites choses et là, il y a du gros débordement. Et là, ça fait comme, hey, si c'est ça la colère, moi, je veux pas toucher à ça. Alors, il peut y avoir eu des modèles qui nous ont amenés à refouler ou à sortir notre colère, mais d'une façon pas appropriée. C'est fou. Ma blonde et moi, on a eu deux modèles complètement différents. Moi, mon modèle, c'est... Elle existe pas. Elle est laide, on veut pas la voir. Cache-la, c'est trop laid la colère, on n'aime pas ça, je veux pas ça dans la maison. Fait que, OK, c'est bon. Au pire, j'irai dans la forêt, bûcher du bois, c'est pas grave. Puis ma blonde, elle, ça a été toujours des petits coups de couteau. Tout le monde, des petits coups de couteau tout le temps, toute la famille. Puis quand on a commencé notre relation, elle me faisait des coups de couteau. Et puis à un moment donné, on a parlé, on a eu une belle conversation. Puis elle me dit, c'est comme ça que j'ai appris à vivre avec les gens que j'aime, Will. Puis je suis désolé si je m'en rends pas compte. Puis on a travaillé beaucoup ensemble là-dessus. Maintenant, il y en a plus. C'est rendu de la complicité, on rit. Puis des fois, elle me fait des petits coups de couteau en blague. Puis j'en envoie un, mais c'est des petites pichenottes. C'est pas des coups. Mais c'est fou, là. Oui. C'est fou. Et d'en prendre conscience. Et c'est pas pour culpabiliser les parents. OK? C'est pas de dire, bon, ben c'est de la faute de mes parents non, si, ça avance à rien, ça. je ravale ma colère ou si je la laisse s'exploser. Bon, j'ai pu avoir ces modèles-là, mais en tant qu'adulte, j'ai maintenant la responsabilité de faire le ménage dans mon sac à dos, là, de voir qu'est-ce qui est dans mon sac à dos et de trier et de faire comme si moi, j'ai vu ça comme modèle, mais que ça me convient plus, ben quel autre modèle? OK, je vais être à la recherche de d'autres façons. Et je trouve ça beau, la façon que tu me parles de ta relation avec ta copine, parce que c'est de dire, OK, on a eu comme deux types d'éducation différents, mais on est quand même capable, petit à petit, OK, on nomme ça, dire, moi, voici avec quoi j'arrive dans la relation. Ta copine dit, voici avec quoi moi j'arrive. Mais dire, est-ce qu'on a la volonté? Et moi, je pense, Wilson, que la volonté, c'est une des clés
Ah, dans le 100%. changement, la volonté de faire les choses autrement. 100%, c'est se rendre compte à quel point c'est du poison. Si tu te rends compte que tu es en train de boire du venin de serpent, à un moment donné, tu vas arrêter de le boire. Enfin, il faut que tu commences par t'en rendre compte. Là. Ouais. C'est quoi? C'est la première étape. Hein? La première étape, c'est la prise de conscience. Mais comme je dis souvent à mes clients, c'est important la prise de conscience. Ça, c'est vraiment la première étape. Mais toute belle prise de conscience, si elle n'est pas accompagnée d'action, va rester une belle prise de conscience. Après ça, si je veux des changements, ben je vais devoir oser l'action, encore une fois, petit à petit, avec des maladresses, avec des faux pas, avec des bons... Notre très cher Jean-Pierre Sylvestre, que vous connaissez à travers notre émission Zoom Animaux, est venu en studio discuter avec Ghislain d'une belle surprise que la TCBH prépare pour vous, gang. On écoute. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios de Trois-Pistoles en compagnie de Jean-Pierre Sylvestre. Bonjour Jean-Pierpierre, ça va bien? Salut Ghislain, ouais. Ça fait un bien. petit bout qu'on ne s'est pas vu. Bah oui, c'est l'hiver, alors on reste tranquille. Enfin, quoi qu'on prépare l'été, on prépare de belles choses, encore une fois. Ah oui, plus qu'on en parle. Après Zoom Animaux, on va voir Zoom Égypte. Zoom Égypte, ouais, je vais partir 19 jours en Égypte. Je vais faire un beau voyage et très spécial parce que c'est pas un voyage qu'on propose aux gens, c'est moi-même qui fais l'itinéraire. Et donc, ça va être ce qu'on appelle un Égypte pharaonique, mais c'est un peu faux parce que, fin de compte, ce que je vais faire, justement, c'est là-dessus qu'on va travailler pour une série qui s'appelle... on va avoir une série là-dessus, vous allez le voir vous autres aussi. Ouais, on peut dire le titre? Oui, absolument. Ça va être Zoom Égypte. Zoom Égypte. Et puis, et dans ce cas-là, on va beaucoup même parler du ministère de l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est une science, l'égyptologie. Et malheureusement, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Et Ça serait plus vieux qu'on pense. Ouais, c'est là-dessus que je vais travailler. Donc, on va faire des films et des photos sur des pierres, enfin sur de la géologie, pour prouver que l'Égypte est beaucoup plus ancienne que ce qui est écrit dans les livres. Généralement, les dynasties égyptiennes, ça tourne autour de 3500 à 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais il y avait quelque chose avant. Là. Ouais, parce que là, c'est ce qu'on appelle dynastique. Mais on sait qu'il y a eu pré-dynastie, et puis il y a ce qu'on appelle Zep-Tepi, qui est les premiers temps. On a des écrits égyptiens là-dessus, Zep-Tepi, qui est les premiers temps d'Isis ou les premiers temps d'Horus, qui correspond le roi Scorpion, là, c'est ceux qui ont c'est avant le roi Scorpion. Là, on parle ça existait, le roi Scorpion, là, c'est pas la bébête du film, là, mais ça, il existait. Non, ça c'était pré-dynastique. Hein. Mais là, on parle de plus ancien. Et juste pour dire, c'est une civilisation qui a disparu, qui était technologiquement très développée. Et c'est eux qui nous ont laissé certains monuments, notamment le fameux Sphinx. Le Sphinx, on dit qu'il a 2500 ans. Et fin de compte, maintenant, on a des preuves que l'ancien serait plus ancien que ça. De l'érosion par l'eau. Hein? Pas l'érosion par l'eau sur les structures du Sphinx, qu'on trouve sur d'autres monuments. Hein. Notamment, il n'y a pas le Sphinx. Hein. Il y a aussi là, c'est pas une petite pluie de printemps qui Non, là, c'est carrément de la grosse pluie. Et il y a un géologue qui s'appelle de l'université d'Harvard qui, lui, estime que le Sphinx aurait entre 5000 et 7000 ans avant Jésus-Christ. Mais il y en a qui disent que le Sphinx aurait à peu près 15 000 ans avant Jésus-Christ. Donc là, on est avant le Dryas récent. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a plein de choses. Notamment dans les pyramides, on a des milliers de tonnes de granit rose qui viennent d'Assouan. Alors, Assouan se trouve à 800 km du Caire. Khéops se trouve, les pyramides des Khéops, le plateau de Gizeh se trouve au Caire, hein, un petit peu à 5 km du centre-ville du Caire. Et justement, on a énormément de granit rose dans tous les monuments égyptiens, des milliers de tonnes. Alors, il faut savoir que dans la grande pyramide qui fait 130 mètres de hauteur, c'est une véritable montagne. Et il y a à l'intérieur quelques milliers de tonnes de granit rose. Ça veut dire le 130 mètres, c'est presque le mont Saint-Mathieu. Là. Oui. Imaginez que c'est une montagne en plein désert. Donc, tu as 3 montagnes en plein désert. Tu as Khéops, tu as Képhrène et Mykirénos. Ça, c'est les noms grecs, mais ils ont des noms égyptiens. Mais donc, on a des pierres qui à l'heure actuelle, on serait incapable de les tailler. Enfin, si on serait capable de les tailler,
mais on serait incapable de les transporter. C'est-à-dire que nous avons des blocs de pierre qui pèsent entre 100 et 200 tonnes, qui ont été soulevés, qui ont été déplacés sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et pas placés au niveau du sol. Hein? Non, soulevés. Mais même, peu importe, il faut les tailler. Et justement, au niveau archéologique, les seuls outils qu'on a trouvés chez les Égyptiens, c'est des burins en cuivre et des marteaux en bois. Donc, c'est pas avec ça qu'on a pu tailler dans les carrières d'Assouan des granites et puis c'est pas avec les faibles petits bateaux qu'on a pu les ramener, remonter le Nil pour les emmener au Khéops. Une méchante barge, comme on dirait. Ça représente une technologie qui est assez avancée. Juste à titre de comparaison, il n'y a pas uniquement en Égypte, on le trouve également au Pérou, on trouve ça en Chine, au Japon, on le trouve au Liban avec Baalbek, avec des comment dire, c'est des pierres de Triliton. C'est des pierres qui font plus de 100 tonnes. Actuellement, on a à l'heure actuelle dans le monde, on n'a que 2 engins qui peuvent soulever des poids de 100 tonnes. Et en théorie, elles n'existaient pas à l'époque. Et voilà, en théorie, ça n'existe pas. Donc ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est le dogme égyptologique, c'est-à-dire le narratif qui ferme les yeux sur ce qui est en train de se passer, sur ce qu'on découvre. Mais ce qui est très marrant, c'est que justement, j'ai lu il y a 2 semaines, il y a eu quand même des savants français, allemands, anglais, qui, vers le 19e siècle, qui se posaient des questions sur la construction pas des pyramides, mais des temples, et sur des détails géologiques des temples, qui se demandent comment ils ont fait pour graver sur du granit, pour tailler du granit rose, comment ils ont pu faire. Et ces savants du 19e siècle disaient déjà qu'ils avaient certainement une technologie qu'on n'avait pas à cette époque-là. Et là, actuellement, on est au 21e siècle, on se pose même plus la question. Tout est écrit, donc... Et puis si on commence à poser des questions à des égyptologues, on va se faire... on se fait traiter de n'importe quoi. De complotistes, entre autres. Graham Hancock en a fait les frais. Voilà. Oui, c'est ça. Mais le truc, c'est que maintenant, il y a énormément d'ingénieurs qui actuellement travaillent sur le Pérou, sur ce qui se passe en Chine, au Japon. En Bolivie. En Bolivie, puis en Égypte, qui font des études. Il y a des livres qui paraissent, qui se posent des questions, qui se posent de vraies questions. Donc, justement, le but de cette série d'émissions que nous sommes en train de monter, c'est se poser les vraies questions. Maintenant, ce sera au public de se poser, de répondre à ça. Vous allez être gâtés, hein? Vous allez avoir une série probablement de 8 émissions. Justement, Jean-Pierre va nous ramener de la documentation, puis on va monter ça. Ça promet. Jean-Pierre, par de ça, d'autres projets en terminant? Oui, on a des projets Zoom Animaux cet été. On a 8 émissions à monter puisqu'on fait une série qui va durer plusieurs années. Ouais. Et c'est quoi les bébites là, qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire, il y a le Narval. Il y a le Narval, la préhistoire du Québec. Il y a 2 émissions qui est prévues sur les orques. Il y a les bisons, il y a le castor, l'orignal et les phoques. Et les phoques. Donc, ça va être des émissions en exclusivité sur la TCBH, en passant. Voilà, ouais. Bon, à part ça, quand est-ce qu'on part en Égypte, là, Jean-Pierre? En septembre. En septembre, donc on va souhaiter... en septembre, on fait le tournage, et puis après, je pense que cet hiver, on va commencer à monter les séries. Ça va être extraordinaire. Et tout ça pour vous, notre public. Oui, exceptionnellement pour vous. Exceptionnellement pour vous. Merci encore, Jean-Pierre. Et puis, on suit ça de très près, puis on vous tient informé. Merci, au revoir. Maxime s'est entretenu avec Alain Seily, maître et expert en arts martiaux. Il pratique, enseigne et communique sa passion du Go-Shindo. Il est présentement en tournée au Canada pour visiter les dojos et y produire des ateliers pour présenter le Go-Shindo et stimuler la passion des élèves envers les disciplines martiales. Il nous en parle. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alain Seily, qui est un grand maître d'art martial. D'abord, Monsieur Seily, je voudrais savoir, pouvez-vous vous présenter et dire en quoi consistait la séance d'entraînement qui a eu lieu au Centre culturel de Trois-Pistoles dernièrement? Écoutez, j'ai la chance de faire de ma passion mon travail et je tourne à travers le monde. Et on était à Trois-Pistoles chez notre ami Maxime. Et le but, en fait, c'est d'aller voir les petits dojos qui sont à droite et à gauche à travers le monde
et puis d'essayer de les enthousiasmer sur leur activité qu'ils pratiquent. Essayer, bien sûr, de leur donner cette passion qui nous habite et de pouvoir continuer. L'important dans les arts martiaux, très souvent, c'est pas seulement la technique qui compte, c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur de la technique. En fait, les arts martiaux, c'est juste un véhicule pour pouvoir amener des bonnes choses dans la vie de chacun. Si tu fais de la musique, eh bien, tu vas pouvoir aussi découvrir toutes ces choses-là. La persévérance de répéter tes morceaux de musique, l'activité de la discipline d'en faire tous les jours, etc. Toutes ces choses-là sont un tronc commun qui nous permettent d'être mieux dans la vie et d'avancer mieux dans la vie, tout simplement. Musique ou autre sport. Mais les arts martiaux ont cette particularité, c'est que on a peut-être un peu plus de discipline. Parce que on est sur un tatami, on fait un salut, etc. Et je pense qu'on véhicule un petit peu plus de valeur chez les gens. Oui, c'est les fameux codes martiaux, discipline de fer, entraînement, être organisé, être respectueux. Mais justement, je veux savoir, c'est votre discipline à vous, que vous chérissez, que vous transmettez, c'est quoi son nom? Puis comment elle se différencie? C'est quoi sa marque de commerce, si on veut? C'est comment qu'on pourrait l'identifier? Le mot, en fait, c'est Goshindo. Goshindo, ça signifie la voie de la protection du corps ou la voie de la défense personnelle. Le principe, c'est de travailler en valeur de self-défense sur toutes les possibilités. C'est-à-dire je vais faire quelque chose qui est pas réel comme ça, mais si vous prenez dans un checker du judo, du karaté, de l'aïkido, de la lutte, etc., que vous secouez bien tout ça, vous versez et vous avez du Goshindo. Là, bien sûr, ce n'est pas comme cela qu'il faut le voir, mais pour le commun des mortels, c'est peut-être plus facile de lui expliquer. Donc, quelque part, on utilise tout ce qui est possible et inimaginable pour pouvoir se défendre, tout simplement. Sinon, pour revenir à l'atelier qu'il y a eu dernièrement, il y a quelque chose qui m'a accroché, que j'avais pas vu ailleurs avant, c'était l'utilisation de ballons. L'échauffement fait partie intégrante du travail d'un cours. Donc, on essaye de garder, de développer, par exemple, l'équilibre, la coordination, la latéralité, le momentum, l'échange avec le partenaire pour que ça se passe le mieux possible. Et ça, c'est intéressant. Et donc, on peut utiliser n'importe quel support pour l'échauffement. Là, j'avais amené les petits ballons gonflables. C'est ludique. Tout le monde avait le sourire pour travailler. Okay. Ouais. On fait les abdominaux, mais en même temps, on sourit. C'est fantastique. Est-ce que vous êtes satisfait de l'engouement que vous avez eu dans la région ici pour votre tournée et aussi ailleurs? Ça se passe super bien. Partout, j'ai été accueilli admirablement et tout le monde a donné du meilleur de soi-même. C'était vraiment super. Là, j'étais à Rimouski hier et puis je suis encore à Rimouski aujourd'hui. J'étais à Fredericton. Avant, j'étais à Caraquette. Voilà, on a fait Rivière-du-Loup, donc on a fait beaucoup d'endroits et à chaque fois l'accueil est merveilleux et puis on rencontre des bons petits Canadiens qui ont envie de faire plein de belles choses. C'est enrichissant pour moi-même aussi. Vous retrouvez du bon matériel à futurs guerriers, on pourrait dire ici. Les guerriers de la vie, surtout. Les guerriers de la lumière. De la lumière, voilà, de la lumière de la vie, parce que ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de former des bonnes personnes pour le futur, que ça soit des gens qui ont envie de vivre et des gens qui recherchent le bonheur. C'est ça la vie des arts martiaux. Excellent. Merci beaucoup pour ton temps, puis je souhaite sincèrement que tu continues à t'amuser comme ça, là, parce que c'est le fun des gens qui viennent d'ailleurs pour montrer des choses qu'on voit pas souvent. T'sais. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Toi aussi. Salut. Maxime s'est rendu à la Coop Sèche, coopérative de travail spécialisée en impression et en design, pour discuter avec Julien et MC de l'évolution de leur projet collectif et voir ce qui s'y passe. On regarde. Moi, c'est Julien, pronom il, accord en alternance au choix. Puis, je suis membre de la Coop La Sèche.
Bonjour, ça va bien? Moi, c'est MC, je suis membre aussi de la coop La Sèche. J'utilise le pronom IEL avec les accords neutres. Excellent. Et pouvez-vous présenter la coop La Sèche à notre public et dire depuis combien de temps vous existez? La Sèche, en fait, c'est une coop de travail. C'est une coop qui existe, en fait, depuis 2019, mais de manière... 2018? 2019, mais de manière plus bénévole. C'était plus un projet entre amis d'impression pour le plaisir. Puis là, on est une coop depuis 2023, 23. Puis c'est ça, on est une coop de travail qui fait de l'impression, du design, mais qui a aussi une mission communautaire et culturelle. Puis qu'est-ce qui vous a amené à démarrer le projet? C'était quoi un peu l'idée au départ? Dans le fond, l'idée au départ, c'était vraiment, on était un groupe d'amis qui avait envie de pouvoir imprimer des affiches pour des événements, pour de la mobilisation politique communautaire. Puis c'est vraiment parti. La vision actuelle du projet c'était pas ce qu'on avait envisagé au départ. Mais c'est ça s'est comme transformé au fil du temps pour devenir un plus grand projet. Puis depuis qu'on est au local ici à Trois-Pistoles, ça a transformé le projet, disons. En fait, ce qui vous a amené à démarrer le projet, c'est vraiment l'envie d'imprimer par vous-même des trucs. Ouais, c'est ça. En fait, c'était vraiment un désir d'autonomie, je dirais. Autonomie, presque autodidacte, un peu do it yourself. Entre autres, ouais, puis de vraiment avoir accès à de l'équipement puis des moyens d'impression. C'est pas quelque chose qui était comme accessible dans la région de faire les choses nous-mêmes. Tu sais, je pense qu'il existe des entreprises dans lesquelles on peut aller pour faire imprimer des choses. Ou, tu sais, sinon, il y a des magasins comme à Rivière-du-Loup, à Rimouski, où on peut aller, tu sais, faire imprimer des choses. Mais sinon, ici, c'était pas vraiment... c'était pas quelque chose qui nous était accessible. Fait que c'est ça partait de cette envie-là. Donc, vous êtes regroupés un peu pour avoir accès à des ressources pour aller jusqu'au bout de vos projets d'impression un peu. Oui, en fait, on s'est commandé, on a acheté une grosse imprimante qu'on appelle un risographe. C'est une sorte d'imprimante particulière, là, je pourrais en dire plus. Puis dans le fond, on a commandé ça d'une personne qui habitait proche de Toronto. Puis c'est comme ça que ça a commencé le projet pour, imprimer des choses avec cette fameuse machine. C'était votre premier équipement officiel? Oui, okay. Qu'on a encore à ce jour, qui ne fonctionne pas très bien, mais que je rêve encore de réparer. Parlant d'équipement, là, vous avez inauguré dernièrement une bibliothèque archive de zine. Alors, je me demandais, c'est quoi ça, une bibliothèque archive de zine, et c'est quoi la fonction que ça joue dans vos activités? Bien, peut-être que je peux commencer par expliquer un peu c'est quoi un zine. Oui, merci. Ou un fanzine, en fait, comme on appelle. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Dans le fond, un fanzine, c'est comme une petite publication imprimée, généralement auto-produite, auto-éditée, qui peut prendre différentes formes, là, comme ça peut être des fois juste quelques pages pliées en deux, brochées, que ça soit des publications plus artistiques, politiques, personnelles, etc. Fait que voilà pour ce que c'est un zine. Puis dans le fond, notre projet de bibliothèque, c'était de rassembler autant d'ouvrages que possible comme ça, parce que c'est pas quelque chose qui existe ici beaucoup dans la région. Puis comme nous, c'est une des choses qui nous anime dans la coop La Sèche, c'est de pouvoir promouvoir l'auto-édition. Ça semblait juste logique de pouvoir rassembler plusieurs zines, puis de pouvoir les rendre disponibles à des gens qui auraient envie de les consulter, autant pour le simple plaisir que pour s'inspirer dans leur propre création, etc. Julien, tu pourrais peut-être me parler, par rapport à ce projet-là, vous faites ça, mais y a-t-il quel genre d'autres projets vous voulez mettre de l'avant avec votre coop? Oui, c'est ça. Nous, on est une coop de travail. Fait que un de nos buts premiers, c'est bien sûr de faire de l'impression puis de faire du design, ce qui est comme un peu nouveau, qu'on ouvre un peu comme une entreprise. Mais je pense que qu'est-ce qui nous motive vraiment les membres derrière le projet, c'est plus notre
toute notre mission qui est plus communautaire, culturelle. Fait que dans le fond, c'est ça. On offre de l'impression numérique jusqu'à du grand format, des affiches, des cartes d'affaires, des micro-éditions, des zines, des illustrations, toutes sortes de choses. Puis, dans le fond, tous les profits, on est une coop à but non lucratif, fait qu'on les réinvestit dans notre mission culturelle. Puis là, notre mission culturelle, c'est plus d'avoir un espace au centre-ville, au centre de Trois-Pistoles, qui peut être utilisé par des groupes communautaires, par des individus, par des organismes, par toutes sortes de monde, de manière un peu gratuite où on s'arrange à l'amiable et tout, pour faire des activités. On veut aussi offrir des ateliers de création, des ateliers pour aussi se former sur comment utiliser les machines, comment utiliser les logiciels, comment faire toutes sortes d'affaires. On veut que l'espace soit vivant, puis que ce soit aussi un espace où les gens peuvent venir pour travailler, juste s'installer, être confortable entre personnes, puis juste faire nos propres affaires, mais pas tout seul chez nous nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille de la maison. Puis c'est ça, que ce soit juste un espace que les gens peuvent s'approprier, puis que ça réveille la créativité ou que ça brise l'isolement dans la région. Puis, je veux savoir aussi, dans le futur, dans les, mettons, 5 prochaines années, ça serait quoi vos ambitions? Ça serait quoi c'est quoi vos objectifs de croissance, mettons? C'est quoi que vous visez dans les 5 prochaines années, on pourrait dire? Je pense qu'on a beaucoup de visions par rapport au projet, puis ça va être à voir comment ça s'échelonne dans le temps, tous ces projets-là. Je pense qu'en ce moment, des projets comme assez tangibles qu'on entrevoit, c'est entre autres la création d'un atelier de sérigraphie au sous-sol dans la bâtisse, qui est comme un projet en cours là, au courant de cette année. Fait que ça, c'est un projet quand même qui va permettre d'ouvrir aussi un autre volet de services puis de techniques qu'on peut utiliser ici à la sèche. Fait que de pouvoir imprimer notamment sur du tissu, qui est pas quelque chose qu'on fait actuellement. Actuellement, on peut simplement imprimer sur du papier, plein de sortes de papier, plein de sortes de carton, mais vraiment juste sur du papier. Fait que ça, on a un projet de chambre noire aussi, de photos, qui est aussi qui est une de nos visions, qui est pas activement en cours en ce moment, mais je pense qu'au cours des 5 prochaines années, ça risque de pouvoir prendre forme. Je pense qu'il y a beaucoup ça, sinon... Ben oui, c'est ça. Développer des différents services ou juste des espaces d'atelier qui sont pas seulement l'impression numérique, mais tous les types d'impression. Je pense que, ben justement, on va avoir notre archive de zine qui se crée tranquillement, mais je pense que d'ici 5 ans, ce serait le fun, justement, qu'on ait des liens aussi avec d'autres personnes à travers toute la province, puis même dans les maritimes et tout ça, pour comme justement que ça devienne un réseau de zines, que les gens puissent se commander des zines aussi, qu'on envoie par la poste pour différents organismes et tout ça, puis comme rassembler ça. Je pense qu'on aimerait ça. Ben là, on a des espaces. Là, dans le fond, on a acheté la bâtisse, la coop a acheté la bâtisse, puis il y a des espaces en arrière qui sont des espaces locatifs. Fait que là, en ce moment, il y a un tatoueur Mirabol qui est installé derrière, mais on a aussi un autre espace à louer. Fait que d'ici 5 ans, j'espère que justement qu'il y ait un autre projet ou des artistes qu'il y ait des ateliers d'artistes en arrière, que ce soit comme vivant, puis que justement la bâtisse soit pas seulement la sèche, mais soit comme plus grand que ça. Mm-hmm. Puis, ben ouais, peut-être on rêve de faire des événements, que ce soit un peu plus régulier, d'avoir un horaire de mensuel ou de trimestre, là, qui est comme plein d'activités qui se répètent, je pense, comme on veut faire plus souvent des ateliers de création de zine, plus souvent offrir des formations, qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent utiliser l'espace de manière autonome, sans qu'on ait besoin de les aider. Fait que c'est ça, développer tous ces trucs-là. C'est beaucoup de travail, mais on avance bien, tranquillement, pas vite. Mm-hmm. Ben, là, je sais pas, là, peut-être que ça va répéter un peu des choses que tu as dit, mais c'est ça, je pense qu'au cœur du projet de la sèche, il y a cette volonté-là comme dans notre volonté au début du projet, d'avoir de l'autonomie à réaliser des projets artistiques, culturels, etc. Mais je pense que ça fait encore partie de notre vision, puis
Et donc, dans la vision des 5 prochaines années, je pense que c'est comme vraiment de structurer le projet pour qu'on puisse trouver des manières fonctionnelles de rendre notre espace, puis nos machines, notre équipement accessible à d'autres personnes, des artistes, etc. Puis c'est ça, pour pouvoir, je sais pas, faire vivre comme la culture, aider des artistes. Genre, je sais pas, c'est tellement... je trouve que à Trois-Pistoles, dans les Basses, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a tellement d'artistes, que ce soit littéraire, artistes visuels, c'est très riche, je trouve, qu'est-ce qu'il y a ici dans la région. Puis je pense que c'est ça. Il y a plein de gens qui font des belles choses, mais des fois aussi, ça prend juste l'endroit pour donner vie à nos projets. Je pense que la Sèche a envie de pouvoir être un endroit qui permet à des artistes ou à des personnes qui se considèrent pas comme artistes de pouvoir donner une forme à leur projet. Puis c'est ça, créer un milieu culturel plus vivant. Puis il y a un détail important aussi qu'on a oublié de mentionner. On aimerait aussi vraiment recevoir des artistes en résidence. C'est vrai. Donc des jeunes artistes de la relève, mais pas nécessairement avec une résidence où ils habitent dans le local, mais une résidence dans le sens qu'ils puissent venir passer comme 2 semaines et que l'espace soit à eux pour comme créer, pour travailler sur leur projet puis tout ça. Puis on aimerait ça aussi faire en lien avec tout ça, peut-être être capable de faire des expositions ou des moments de rassemblement pour diffuser de la culture et tout ça. Puis on aimerait ça aussi recevoir des jeunes en stage pour tout ce qui est les métiers du design puis de l'impression. On a déjà commencé un peu. Puis ouais, d'avoir des gens qui puissent venir passer une journée, une semaine, un mois à venir apprendre tout ça en collaboration avec le Centre des services scolaires puis tout ça. Mm-hmm. Ben alors, la Coop Sèche, si tout va bien, est en voie de devenir une référence dans le milieu culturel de la région, si je comprends bien. Ce serait l'objectif, notre rêve. On adorerait, oui. Ben, on vous le souhaite, on nous le souhaite parce qu'on a vraiment besoin de lieux comme ça par ici pour la culture, les artistes, pour qu'ils émergent, qu'ils se développent. Mais en terminant, pour les curieux qui voudraient en savoir plus, pour les gens qui voudraient s'intégrer dans vos activités, c'est quoi la meilleure façon de vous rejoindre pour en connaître davantage, puis je restais à l'affût des activités qui se passent? Je pense que en ce moment, la meilleure façon de savoir les activités qui se passent à la chaise, c'est via les médias sociaux, donc via Facebook, Instagram. La Coop Sèche sur Facebook? La Coop La Sèche sur Facebook. Coop La Sèche. Ou juste La Sèche, je pense. La Sèche Coop. La Sèche Coop. La Sèche Coop. Bon, voilà. La meilleure façon de nous rejoindre, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est via les médias sociaux, donc Facebook, Instagram. On peut nous retrouver sous le nom de La Sèche ou La Sèche Coop. Puis, si jamais on veut nous rejoindre plus directement pour un service ou pour un projet ou pour emprunter le local ou pour venir faire un peu de coworking, c'est surtout par courriel. Donc, La Sèche Coop en un mot. LASEICHECOOP @gmail.com. Puis sinon, nos permanences. Puis sinon, on peut aussi, dans le fond, en ce moment, on est présent dans le local tous les mardis, mercredis, jeudis après-midi. Donc, donc, on peut venir... entre 13h on peut venir cogner... Entre 13h et 17h, il y a de très fortes chances qu'on soit là. Fait que n'hésitez pas à passer, venir cogner, venir nous dire un petit bonjour, venir nous poser des questions. Puis c'est ça. Puis éventuellement, on veut avoir un horaire encore plus fixe, tout ça. Mais là, c'est quelque chose qui va se créer au fur et à mesure des saisons. Puis c'est un projet en plein essor. Exactement. Ça va se structurer de plus en plus. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous puis de m'avoir donné un peu de temps. C'est vraiment un projet qui est excitant et très intéressant à suivre. Et donc, je vous souhaite beaucoup de prospérité dans tout ça. Et je vous laisse aller travailler parce que vous avez beaucoup de contrats sur les bras en ce moment. Merci à vous. Merci. C'était Wilson pour les infos TCBH. J'espère que j'ai pas été trop rapide et que j'étais pas trop sérieux. Je vous dis merci pour votre écoute. À très bientôt. À la prochaine. Portez-vous bien.